aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. On n'abat pas les drogues. À voir, à revoir sur Arte+7. Bonsoir, 52 minutes pour voir le monde à hauteur d'homme. Bienvenue dans Arte Reportage. Dans un peu moins d'une demi-heure, nous irons à la rencontre de passeurs de migrants entre la France et la Grande-Bretagne. Qui sont-ils? Pourquoi prennent-ils le risque d'enfreindre la loi? Un reportage qui balaye quelques clichés sur ces Madame et Monsieur Tout-le-Monde. Mais d'abord, direction l'Est de l'Europe et plus précisément une ville d'Ukraine devenue il y a 30 ans et bien malgré elle, le symbole de l'horreur nucléaire. Vous l'aurez compris, il s'agit de Tchernobyl. On dit souvent que son sort a scellé le destin de l'Union soviétique. Certes, mais il y a aussi et surtout celui de milliers d'hommes et de femmes qui ont tenté de pallier comme ils le pouvaient l'incompétence des autorités de l'époque face à la catastrophe. 30 ans après, nous avons décidé de retourner sur les lieux. Rencontre, vous allez le voir, avec d'héroïques décontamineurs, une directrice de musée qui pleure les morts, des babouchkas presque increvables et d'autres. Il y a tout cela dans ce reportage de Jean-Yves Huchet, Georges Tillard et Lena Ilinova d'Icarifilm. Mais il y a aussi l'idée que tout ne s'est pas totalement arrêté en ce mois d'avril 1986. Slavutich, dans l'est de l'Ukraine. La dernière ville avant la zone interdite de Tchernobyl. Slavutich a longtemps été une cité modèle de l'urbanisme soviétique. Il en reste une ambiance, avec quelques supermarchés en plus, mais toujours autant d'ennuis. C'est là que vit Igor. Rebelle un peu, rocker toujours, mais pas rancunier pour 2 sous. Le nucléaire a tout détruit dans la région, mais il y est revenu pour travailler au démantèlement de la centrale. Et il s'y sent très bien. J'aime la nature. La ville est calme, c'est propre. On apprécie sa beauté. C'est parfait pour élever des enfants. Donc on est venu. Mes parents étaient nettement plus inquiets. Où emmenez-vous vos enfants? Où allez-vous? Ils avaient vraiment peur. Voilà longtemps que Igor ne fait plus de scène et qu'il a remisé ses costumes de hard rock pas très loin de ses petites voitures de collection. Le rocker est devenu sérieux. Ouh là là, je fatigue un peu là. Le 23 avril 1986, à 1h23 du matin, Igor dormait sûrement à point fermé. Il avait 14 ans. Son pays d'alors, l'URSS, n'allait pas survivre à la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps. Léonid Alexeïevitch, le toit du réacteur numéro 4 est en feu. Oh mon Dieu! À la suite d'une erreur de manipulation lors d'une série d'essais, un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl devient incontrôlable. Il prend feu, il explose. C'est le début d'un très long cauchemar. Les premiers pompiers envoyés sur place meurent en quelques jours, atrocement brûlés par les radiations. Un immense nuage radioactif balaye toute l'Europe. La catastrophe a été annoncée 3 jours après, en 5 lignes dans un coin de journal. On parlait d'accident, d'un des réacteurs qui ne fonctionnait plus bien, et des mesures de sécurité qui avaient été prises. Aujourd'hui, à Kiev, les responsables du musée de Tchernobyl ont remis les pendules à l'heure. En rendant hommage à tous ces hommes, les liquidateurs envoyés sur le site pour le nettoyer. Les premiers ont dû dégager quasiment à main nue les morceaux de combustible nucléaire projetés sur les toits. 30% d'entre eux en sont morts en quelques semaines. Par la suite, au moins 80 000 ouvriers de l'apocalypse mourront de cancer et de maladies diverses. Ce désastre écologique et humain fait désormais partie des cours d'histoire et des inquiétudes ukrainiennes. Le plus gênant, c'est qu'on ne sait pas les conséquences d'une telle catastrophe, à la fois sur nos enfants et sur les générations futures. Acteurs, victimes, témoins de l'accident n'hésitent plus désormais à confier à la directrice de ce musée tout ce qu'ils n'avaient pas osé dire au moment de la catastrophe.
comme ce pilote d'hélicoptère qui a caché pendant 30 ans le plan de vol horriblement dangereux qu'on lui avait imposé au-dessus de la centrale. Il a pensé que ce serait peut-être utile que ses enfants et ses petits-enfants sachent. Et il a pensé aussi que notre musée était le plus adapté pour ça. Quand l'Ukraine était encore soviétique, la prudence dictait de se taire. Désormais, on peut parler sans crainte, mais plus personne n'écoute vraiment, sauf Anna, qui sait tout des souffrances nées de la catastrophe. Cela fait 25 ans que j'accompagne ces gens, que je les enterre. Ce sont mes amis, et puis ils meurent. Personne ne résout leurs problèmes. Si on se contente de minutes de silence pour cela, eh bien, pour leurs enfants et les prochaines générations, la vie ne sera pas meilleure. Les radiations n'ont pas de frontières. Ces problèmes peuvent survenir tôt ou tard dans n'importe quel pays. Pour moi, c'est pas un travail ce que je fais ici. C'est la vie, vous comprenez? Je vis pour ces gens. Ces gens qu'elle aime tant, ils ont quitté depuis longtemps la zone de Tchernobyl. 350 000 personnes ont été évacuées en 1986, relogées aux frais de l'URSS, puis livrées à elles-mêmes et à leur maigre retraite. Ici, en périphérie de Kiev, il y a par exemple l'immeuble des chimistes de la centrale. C'est là que vit la tante d'Igor, qui avait épousé le contremaître de cette équipe. Il est mort depuis longtemps. Elle est malade. Igor ne passera pas beaucoup de temps avec elle aujourd'hui, mais dans ce quartier triste à pleurer, il connaît beaucoup d'anciens collaborateurs de cet oncle qui l'adorait. Tu as travaillé après l'accident? Après l'accident, il y a eu moins de travail, bien sûr. Mais on a bossé. Et c'était dangereux? Tout était dangereux. Oui, on allait au boulot en bus. Dans la zone et les points de contrôle radio n'autorisaient pas le bus à passer. Parce que notre bus, c'était un vrai réacteur. Ils ne le nettoyaient pas souvent pour faire des économies. Il y avait des trous dans le plancher. Mais on était super malins, on contournait les points de contrôle. On connaissait tous les chemins. Alors on allait bosser quand même. Nous étions de la graine de héros. Nous avions des missions de 20 minutes. Il y en avait aussi de 5 minutes. 3 minutes même. Après ça, on devait donc dégager. Seulement, il n'y avait personne pour nous récupérer. On attendait là jusqu'au soir. C'était pas très bien organisé. On n'a pas été si maltraités que ça. Ailleurs, il y a eu bien pire que nous. Ah oui, il y a eu pire. « 70% des gens qui ont travaillé à l'usine au moment de l'accident sont morts maintenant. » Comment vous êtes passé à travers, vous? On est increvable. C'est Dieu là-haut qui l'a voulu. Moi, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu. Si ça se reproduisait, je ferais la même chose. Honnêtement, je vous le dis, personne ne m'a forcé à le faire. J'étais volontaire. Pourquoi il faudrait que je pleure maintenant? En 1987, il a reçu une médaille de héros de l'Union soviétique. Puis l'URSS a disparu en lui léguant un petit appartement au 10e et dernier étage de la tour des chimistes. Le toit fuit, il y a du salpêtre sur les murs, rien à voir avec le bel appartement où la centrale logeait autrefois ses ouvriers. Vous retourneriez à Pripyat si on vous le proposait? À Pripyat? Moi, tout de suite, sans la moindre hésitation. Même à pied, j'irai. Le Pripyat de Viktor Viktorievitch, c'était aussi une ville enchantée du socialisme soviétique. Elle avait poussé en 2 ans pour héberger les techniciens de la toute nouvelle centrale nucléaire de Tchernobyl. 4 réacteurs, 2 autres en construction, une fierté nationale,
un symbole de l'avenir radieux. En fait d'avenir, 27 000 habitants sont évacués en catastrophe 30 heures après l'explosion du réacteur numéro 4. Avec l'obligation de tout abandonner derrière eux, animaux de compagnie compris. Tous éjectés d'une zone de 2600 km² de la taille du Luxembourg, une zone toujours interdite et invivable à cause de la radioactivité. C'était il y a 30 ans. Igor se rappelle très bien ce Pripyat d'avant où il venait passer ses vacances chez son oncle et sa tante. Aujourd'hui, l'autorité de la zone d'exclusion lui accorde fréquemment un droit de visite, un peu comme à un artiste résident. Le rocker ne fait plus beaucoup de musique, mais il fait des photos et des films. Toujours à l'affût d'un rayon de soleil, plutôt rare par ici. Quand il vient à Pripyat, il repasse souvent dans le petit appartement de son oncle. En bas, il y avait des jeux et des cris d'enfants et sa tante lui offrait toujours des petites voitures. À chaque fois qu'il revient, ça lui serre le cœur, bien plus que l'immense gâchis environnemental qui règne désormais tout autour de la maison. Ça me semble irréel. Complètement irréel. C'est juste pas vrai. Des installations gigantesques sont complètement abandonnées. Il y a du matériel qui rouille un peu partout, des chiens errants, et les compteurs, souvent, s'affolent. J'ai l'habitude de passer par là. Je vais prendre une photo vite fait. Et si c'est vraiment une zone sale? On ne peut pas rester longtemps ici à cause de la radioactivité. C'est à proximité du réacteur que la radioactivité est la plus forte. Les bureaux d'Igor en sont tout proches. Il est ingénieur réseau dans la partie ukrainienne du chantier de décontamination. La centrale a été définitivement débranchée en 1999, mais les travaux continuent pour nettoyer la zone. Les Ukrainiens gèrent les déchets radioactifs et ils pourront bientôt s'attaquer au cœur du réacteur, où se trouve toujours le combustible. Un consortium français terminera fin 2016 cette énorme arche qui permettra d'accéder sans trop de risques aux machines et au combustible, toujours violemment radioactifs. En dessous, il y aura un pont roulant. Un pont roulant piloté à distance qui permettra de poursuivre le démantèlement du réacteur. Et on pourra travailler en toute sécurité. Sur ce gigantesque chantier, le suivi des personnels est désormais méticuleux. Plus question de prendre trop de risques, comme au temps des liquidateurs. C'est dimanche, le chantier est au ralenti. Journée paisible pour Igor, qui lui laisse le temps de montrer l'étrange mascotte de Tchernobyl. Vassia, le poisson-chat géant, plus de 2 mètres. En Ukraine, les benets s'appellent souvent Vassia. Celui-là est tellement gras et mou qu'il rate son pain une fois sur 2. C'est une taille normale pour ce genre de poisson. Mais quand même, personne n'oserait le toucher. Comme de toute façon, personne ne les pêche, voilà pourquoi ils deviennent énormes. Tu nagerais là-dedans, toi ?
Non. C'est un des paradoxes de Tchernobyl. Tout est affreusement pollué, mais la nature a repris ses droits. Les 2600 km² de la zone d'exclusion sont devenus une réserve naturelle où faune et flore prolifèrent. La nature a réimposé sa loi. Elle rétablit l'équilibre que l'homme avait détruit. Pas la peine d'envisager un scénario apocalyptique, comme une bombe nucléaire pour détruire une ville. Ce ne sont pas les obus ou les avions qui les font disparaître, ces villes. Les démolisseurs principaux, ce sont les peupliers, les bouleaux et les érables. Ce sont les arbres qui poussent le plus vite. Et dans ces espaces désormais débarrassés de leurs plus féroces prédateurs, les hommes, les caméras de surveillance des biologistes constatent tous les jours le retour des animaux. On trouve des espèces des forêts européennes, comme les loups, les lynx. Les ours aussi viennent parfois. Ils viennent de la partie biélorusse de la zone d'exclusion. Les blaireaux, les élans, les cerfs, les chevreuils, les sangliers. Il ne reste donc que la nature autour des villes de Pripyat ou de Tchernobyl, celle qui a donné son nom à la centrale. Tchernobyl a certes elle aussi été évacuée en son temps, et c'est toujours une ville interdite. Mais tous les dimanches, sa petite église fait le plein, et le bonheur de Valentina, qui comme ça peut voir un peu de monde. La ville abrite 3000 fonctionnaires qui effectuent des périodes de 15 jours dans un secteur très faiblement radioactif. Ils sont radioanalystes, gardes forestiers, zoologistes, mais surtout guides. La zone attire plus de 30 000 touristes par an reconnaissables à leur bus blanc. Ils payent très cher le droit de séjourner dans la zone interdite. Et dans cette zone, Valentina les voit tous défiler devant chez elle. Ça ne la dérange pas, elle aime bien qu'il y ait un peu de monde. Elle trouve quand même que sa petite ville est un peu déserte depuis 30 ans. Je suis partie 5 jours. 5 jours seulement? Oui, seulement 5 jours quand l'accident s'est produit. J'ai envoyé mes parents à Gomiel, en Biélorussie, et je suis revenue ici pour travailler. Comment vivre sans argent? Sans rien. Dans un lieu bizarre. On m'avait donné un appartement. Je l'ai fermé à clé et je suis repartie. J'ai vite trouvé un autre travail ici. Je n'avais pas peur. Ma tête marchait très bien. Mon nouveau travail, dans un dortoir, se situait rue Kirov, numéro 38. Valentina est une Samosiola, un nouveau colon, comme disent joliment les officiels. Une tête de mule plutôt, qui a refusé de quitter sa maison, son potager et son lopin de terre. Les autorités ont fini par la tolérer, elle et d'autres grands-mères qui ont préféré revenir. Il n'y a plus de pollution radioactive aérienne, mais des nucléides sont toujours enfouis dans les sols et il est fortement déconseillé de consommer quoi que ce soit. Des patates, de tout. Je produis de tout ici. Des cornichons, des tomates, carottes, on fait tout pousser. Ça vient de mon jardin. On peut les mettre à la saumure. Vous en produisez combien des patates? J'en ai 5 sacs. C'est bien assez pour moi cet hiver. Je vis seule. La seule chose qu'elle ne mange pas, ce sont les poissons qu'on lui amène. Pas qu'elle se méfie, mais tout simplement parce qu'elle n'aime pas ça. Elle a de la tension, du diabète, mais en dehors de cela, tout va bien.
Personne ne nous contrôle. On va quelquefois consulter nous-mêmes les rayons X, tout ça. Cette année, je ne l'ai pas encore fait. Il y a quand même les médecins de la zone qui font un peu attention à nous. Je ne vais pas dire du mal. Il y en a un qui vient me voir à chaque fois qu'il passe devant ma maison. Petite vie tranquille, jardinage, un peu de télévision, l'église dès qu'elle le peut et voilà. Valentina ne se plaint jamais. Ses copines sont parfois moins en forme et plus vindicatives. À la fin de l'hiver, elles sont contentes de voir une mission humanitaire comme celle-ci. Les provisions se font rares et leurs retraites sont dérisoires. Alors elles font un effort en faisant bon accueil à une mission baptiste, ces chrétiens pas très orthodoxes. Ces babouchkas sont encore 157 à Tchernobyl et dans les villages alentours. Il n'y a plus d'hommes ou presque. L'État, au début, a bien essayé de les faire déguerpir, mais en vain, d'autant qu'ils n'avaient rien à leur offrir. Par exemple, on n'a même pas les moyens de louer une voiture pour les emmener en ville, à Ivankov, en cas de besoin. Si l'État débloquait quelques budgets, ça serait nettement plus facile pour tout le monde. Anna, 84 ans, s'en accommode. Son mari est parti il y a près de 30 ans au paradis des amateurs de vodka. Elle a donc appris depuis à se débrouiller seule, avec sa sœur lourdement handicapée. Rien ne l'effraie. On est un tel peuple qu'on n'a pas peur des radiations. Elles ne se voient pas et on mange tout ce qu'on a ici. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, en 1933, ma mère a eu 2 enfants. L'un est mort et moi, j'ai survécu à la famine. Et puis il y a eu la guerre. 3 de mes oncles ont été tués. Et mon père est mort au front. Ma mère a été veuve jeune. De quoi il faudrait que j'ai peur maintenant? De fait, Anna ne redoute plus rien. Quand un aigle attaque ses poules, elle le tue à coups de bâton. Et si un loup avait la mauvaise idée de pointer le bout de son nez, il l'encuirait. J'ai même pas peur. Je ferme tout à 5 heures et tout va bien. Personne n'entre, sauf s'il saute par-dessus la palissade. Et là, je le tue. On n'a pas de fusil ici. Je vais chercher une fois et je le tue. Anna a une pêche d'enfer. Elle aime encore les fêtes, recevoir et s'amuser. Mais il vaut mieux ne pas insister quand elle commence à en avoir assez. Les fins d'interview peuvent être assez abruptes. Allez mon gars, ça suffit maintenant, j'ai autre chose à faire. Seulement voilà, survivre ici a toujours été une forme d'art brut. Igor, lui, est plutôt un doux. Heureux de profiter des dernières heures de son week-end avec les siens, dans le joli petit appartement qu'il a pu s'offrir grâce à la centrale. Ça l'aide sans doute à voir le bon côté des choses, y compris dans ses travaux de vidéaste. Peu importe la tragédie humaine, la vie arrive à se renouveler. La nature renaît, les oiseaux volent, les animaux courent. Ils ne savent rien des radiations et ils continuent à vivre. Mais les hommes, eux, ils savent ce qu'ils ont fait. Et c'est ça que je veux montrer dans mon travail. Je ne sais pas très bien pourquoi je le fais. Peut-être pour que ça ne se reproduise pas. Pour que ça ne se reproduise pas. Oui, ça doit être pour ça.
Igor reprend parfois sa guitare, mais doucement, pour ne pas trop déranger ses enfants et les voisins. Ça l'aide à dormir aussi, avant de retrouver ses amis et ses habitudes dans le train de 7h40 pour Tchernobyl. Il y a encore 3000 personnes chargées de décontaminer le site. Les scientifiques les plus optimistes estiment que cet objectif sera atteint dans 24 000 ans. Igor, lui, inquiète ses médecins. Il souffre d'un dérèglement hormonal. Les cancers de la thyroïde s'annoncent parfois ainsi. Et ses dernières analyses sanguines sont carrément mauvaises. Mais il faut bien vivre. 30 ans après, Tchernobyl fait toujours des dégâts. Et si vous voulez appréhender un peu différemment Tchernobyl, nous vous conseillons vivement de vous rendre sur notre site internet info.arte.tv. Le dessinateur Nicolas Wilde, qui s'est lui aussi rendu sur place, a tiré de son expérience un petit roman graphique, comme on dit. Il est intitulé « À la recherche du Godzilla ukrainien ». Après l'Ukraine, la France, il y a près de 2 semaines, un Italien de 29 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Caen. Il a été reconnu coupable d'avoir permis la traversée illégale d'une 60aine